Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Vous suivez bel et bien la radio publique africaine, les principaux titres de cette édition du 2 juin 2021. Depuis son arrestation hier par la documentation, ses proches ne connaissent pas le lieu de sa détention. C'est un habitant d'Oburambi arrêté alors qu'il venait du tribunal pour décharger les présumés auteurs de l'assassinat d'Imbonerakure. Et le travail du régime CNDD-FDD sur les massacres de 1972 n'amènera que la rancune et la vengeance. C'est l'avis du politique Tassien Sibomana que vous aurez l'occasion de suivre tout à l'heure. Et la frontière Gatumba-Kavimvira est encore une fois ouverte depuis hier, mais les voyageurs dénoncent un coût exorbitant du test Covid-19 côté burundais. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Bienvenue chers auditeurs, c'est Émile Niwasumba à la présentation de ce journal. 2 personnes ont été tuées, mordues par des hippopotames dans la soirée d'avant-hier. Cela s'est passé sur la sous-colline Kagaragara, colline Kigwati 2, en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. Les victimes étaient des cultivateurs de la localité. Les habitants des environs indiquent que des hippopotames en provenance de la rivière Rusizi ont l'habitude d'aller brouter dans leurs champs de culture. Les 2 personnes mordues par ces hippopotames ont été enterrées hier selon les mêmes sources. Et je vous le disais dans les titres, un habitant de la commune Wurambi a été arrêté hier dans la ville de Rumonge par des agents du service national de renseignement. Il a ensuite été conduit dans un endroit inconnu. Cet homme avait été témoin dans un procès des présumés auteurs de l'assassinat d'Imbonerakure de la commune Wurambi, l'assassinat qui a eu lieu l'année dernière. Plus de détails avec Eloge Divin Remesha. Alexis Amenimana est le nom de cet habitant de Wurambi arrêté ce mardi. Il habite en zone Maranvia de la commune Wurambi, province Rumonge. Les informations en provenance du lieu de son arrestation révèlent qu'il a été arrêté aux environs de 16 heures après avoir passé sa demi-journée à la prison de Murembre. Il s'y était rendu pour témoigner dans un procès en faveur des présumés auteurs du meurtre d'Imbonerakure nommé Bayubahe, assassiné l'année passée par des individus armés non identifiés. Selon des sources de la RPA, les accusés sont des membres d'une même famille. Il s'agit de Sylvain Simbananiye et ses 2 fils Jonathan Nibasumba et Juvent Nimheretse. Tous les 3 ont été appréhendés, soupçonnés de collaboration avec un autre fils de Sylvain Simbananiye qui a fui le pays en 2015. Ce dernier étant accusé d'être parmi ceux qui ont exécuté l'Imbonerakure Bayubahe. D'après les sources de la RPA, au moment où le procès de ce mardi était en cours, le frère de Bayubahe, nommé Frédéric Niungeko, a indiqué au procureur que leur famille se sentait lésée par la présence de Amenimana Alexis comme témoin, car il avait collaboré lui aussi avec les meurtriers de son frère. Des propos dont le procureur n'a pas tenu en considération, car il a dit que si ces accusations étaient fondées, la justice aurait bien arrêté pour enquête Amenimana Alexis, vu qu'il n'avait même pas quitté la localité. Ce qui, selon nos sources, aurait poussé Frédéric Niungeko, lui aussi Imbonerakure et proche des agents de la documentation, a fait arrêter Amenimana. Ils ont vu que le procureur n'a pas arrêté Alexis et ont opté de passer par des agents de la documentation pour l'arrêter. Le premier témoin a été menacé d'être arrêté et n'a plus osé témoigner dans ce procès. Alexis avait donc pris la décision d'aller témoigner malgré les menaces. Les proches et les voisins de Amenimana Alexis demandent qu'il soit informé de son lieu de détention et qu'il ne soit pas aussi violenté. Ils demandent aussi sa libération sous aucune condition, trouvant paradoxal qu'il ait été arrêté de son retour de témoignage au procès alors qu'il n'a jamais quitté son domicile en commune de Wurambi. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre le bureau de la documentation en province de Rumonge pour savoir où les agents de ce service auraient acheminé Amenimana Alexis. Merci Eloge Divin Remesha. Une autre arrestation est signalée à Bujumbura.
Il s'agit d'un employé de l'Institut national de santé publique, INSP. Il est incarcéré depuis avant-hier, accusé d'avoir attenté à la vie de sa collègue en lui donnant de l'eau empoisonnée. Le personnel de l'INSP crie à l'injustice. Elvis Niamongere. Après une séance de formation à la fin de la semaine dernière, Théo Tungimana qui y participait en tant que formateur est sorti avec une bouteille d'eau minérale, une bouteille de sorte Kinju, remplie d'eau et hermétiquement fermée. L'eau généralement distribuée au cours de ces formations. Au centre de cette formation tenue dans les ancêtres de l'Institut national de santé publique, INSP en sigle, Théo Tungimana s'est directement dirigé vers la direction académique de cet institut avec à la main la bouteille d'eau. Après être reçu, Théo Tungimana a quitté le bureau. Tout à l'espace derrière lui, la dite bouteille. Les informations en provenance de l'INSP indiquent que la dame qui occupait le bureau a appelé Théo Tungimana pour lui signaler qu'il avait oublié sa bouteille d'eau. Et l'autre aurait répondu gentiment à la dame qu'elle pouvait elle aussi utiliser cette eau sans problème. Toutefois, c'est la source de la FPA INSP. Le lendemain, à l'entrée de son bureau, la dame en question a constaté que la bouteille d'eau a gonflé et a aussitôt alerté les autorités de l'INSP. Ces dernières ont à retour fait intervenir en OPJ. Notre source précise néanmoins qu'une seule partie a été auditionnée. Par la suite, Théo Tungimana a été arrêté et conduit automatiquement au cachot. Depuis lundi, il est détenu à la Bastille. L'épouse de Théo Tungimana a attendu que son mari rentre mais en paix et son téléphone portable était éteint. Elle était informée de la situation mardi après s'être rendue au service de son époux. En ce sujet, le personnel de l'INSP dénonce une injustice notoire et crée à une probable subjectivité de temps puisqu'il n'y a pas de laboratoire approprié pour analyser cette eau. Les informations recueillies par la RPA révèlent cependant que l'eau a été transférée au centre PBN pour analyse. La rédaction de la RPA a essayé de trouver Joseph Yandoui, le directeur général du centre PBN, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci Elvis Niamongere. Une courte pause et nous parlons politique. RPA. Pas de réconciliation à attendre des activités du régime CNDD-FDD en rapport avec les événements de 1972. Propos de Tassien Sibomana, son politique résident au Burundi, craint plutôt que le mouvement pourrait susciter rancœur et vengeance au sein des Burundais. Suivez plutôt Tassien Sibomana. C'est vrai, la vérité n'a pas de période prédéterminée pour être connue. Le problème, c'est le mensonge qui entoure cette recherche de la vérité sur ce qui s'est passé en 72. Comme vous le savez, les Burundais s'étaient convenus de mettre en place des mécanismes non judiciaires et judiciaires pour connaître la vérité sur les différentes crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi et qui continuent d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore terminé. Et malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui par le Sénat, et tout comme par la CVR, c'est tout autre chose que ce qui avait été convenu à Arusha. C'est ça qui est marrant. Alors, et je dois le dire, en tant qu'homme de droit et en tant qu'homme politique, on voit que la CVR et le Sénat veulent torpiller l'histoire pour que finalement la justice soit rendue non pas au profit du Burundi et des Burundais, mais au détriment du Burundi et des Burundais, et voire même au détriment du système en place. Parce que la justice de 2 poids 2 mesures ne va pas sauver même le parti au pouvoir. Les conséquences seront même très fâcheuses, contrairement à ce qu'ils pensent. La première, c'est que justement, la vérité ne sera jamais connue. Parce que, contrairement à ce que ces institutions pensent, ni les Burundais, ni les étrangers, personne ne va pas accepter une vérité qui est conçue par le thème pour justement détourner la vraie vérité. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que justement, il y aura des rancœurs qui vont être entretenus dans les cœurs des Burundais. Et quand il y a rancœur, il y a risque de vengeance et de crise cyclique. La dernière conséquence, c'est que justement,
les crises et la réconciliation que nous avions tant attendu avec l'accord d'Arusha, nous allons consacrer, nous allons cimenter justement ces crises au détriment de la réconciliation et de la justice. Donc vous comprenez que sans vraie vérité, il n'y aura jamais de justice, et sans justice, il n'y aura jamais de réconciliation. Tassien Sibomana conseille les Burundais à rester sereins en attendant les enquêtes impartiales sur tous les crimes qui ont endeuillé le Burundi. Le premier conseil, donc, c'est à l'endroit du pouvoir qui doit gérer tout cela en faveur d'une vraie vérité, en faveur d'une vraie justice, et pour que, en définitive, on aboutisse à une réconciliation de véritable des Burundais. Et pour les Burundais de façon générale, je conseillerais de rester serein et de garder toujours la solidarité, même dans les moments les plus difficiles. Et parce que, comme je ne cesse jamais de le dire, les institutions ont leur période, mais les hommes et les pays restent toujours là. Ces institutions vont changer et d'autres vont venir. Donc il ne faut pas que les Burundais tombent dans le piège des institutions actuelles parce que demain, il peut y avoir d'autres qui en décident autrement. Depuis la fin du mois d'avril, le Sénat burundais, en collaboration avec la Commission Vérité et Réconciliation, organise des conférences de réflexion sur les événements de 1972, des crimes que les participants à ces réunions affirment qu'ils ont été planifiés et exécutés par le régime de l'époque et de demander qu'ils soient reconnus comme un génocide contre des Hutus. Gouvernance à présent, l'Assemblée nationale devrait mettre en place une commission qui enquête sur le pillage des terres rares du pays. C'est du moins la proposition du président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, trouve que le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ne devrait pas jouer les innocents dans ce dossier. Suivez le président du parti CNDD. Que fait le gouvernement finalement, puisque le Premier ministre, qui est chef de gouvernement, devant l'Assemblée, le Parlement, il se plaint, il pose des questions comme quelqu'un qui n'enseigne rien, comme quelqu'un qui tombe du ciel. Et pourtant, le Premier ministre actuel, Bunyoni, il a toujours occupé des positions, des fonctions très importantes dans les lois du pouvoir, et par conséquent, il devrait être au courant. Il ne devrait pas ignorer donc cette situation de pillage et de minerais du Burundi. Je crois que quelque part, il pourrait même être complice avec bien d'autres caciques du pouvoir. Alors, si je ne me trompe pas, la société affirme avoir exporté le total de minerais selon la société. Ça peut être plus, je pense. C'est 2200 le total qui a déjà été produit et exporté de terres rares donc concentré. Si une tonne coûte $20,000, ça voudrait dire que ils ont déjà vendu pour plus de 40 millions de dollars. Le Parlement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Au lieu d'écouter les plaintes du ministre, le Parlement, cette Assemblée devrait mettre sur pied une commission parlementaire neutre. Ça veut dire qu'il comprend par exemple 5 députés de l'opposition et 5 députés du parti au pouvoir. Et cette commission aurait pour mission de mener, d'investiguer sur l'exploitation illicite des minéraux. Pas seulement les terres rares, l'or, la castérite, wolframite, coltan et bien sûr les terres rares. Donc certainement que si cette commission fait bien son travail, elle va découvrir bien de choses, beaucoup de gabegie, beaucoup de détournements d'argent, des millions de dollars, des millions volatilisés par les caciques du pouvoir et des étrangers. Selon Léonard Nyangoma, le gouvernement burundais, qui n'a injecté que 10% dans ses activités d'extraction des terres rares, devrait majorer son capital jusqu'à 50%, ou alors associer les hommes d'affaires burundais, ajoute Léonard Nyangoma. Suivez plutôt Léonard Nyangoma encore une fois. La société Rainbow Mining Burundi est une succursale d'une grande compagnie multinationale, Rainbow Rare Earth.
C'est une multinationale, comme je l'ai souligné. À la tête de cette société, le plus grand actionnaire, c'est Adronis Pouroulis. Alors, ce qui est affligeant, c'est que on apprend que le Burundi, dans la sécurisar Rainbow Mining Burundi, le gouvernement burundais, l'État burundais ne possède que 10% d'actions. Imaginez, 10% d'actions et 90% des actions appartiennent donc aux étrangers. Et il est supposé que aussi les Burundais qui le veulent puissent prendre des parts, des actions dans cette société, mais à ma connaissance, les Burundais n'ont jamais été invités ou informés, même de l'existence de la société, ou invités pour prendre des parts dans cette société. C'est une vente. Normalement, l'État burundais devrait prendre au moins 51% pour garder sa souveraineté sur le minerai et inviter les Burundais à prendre des parts dans cette société. Et il faudrait se diviser en d'autres petites parts pour que même un simple citoyen, un citoyen lambda, un paysan quelque part, puisse prendre des actions. Alors, la teneur de ce minerai dans notre pays est la première, de loin la première du monde, comprise entre 47 et 67%. Pour rappel, le 15 avril dernier, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a expliqué que les exploitants des terres rares n'ont pas payé le gouvernement depuis 2017. Pourtant, le journal Statista classe le Burundi parmi les premiers pays au monde qui exportent plusieurs tonnes de terres rares. En page gouvernance, c'est également ces députés qui jugent exorbitant le budget alloué aux missions de l'Ombudsman à l'étranger. Au cours de l'année budgétaire 2019-2020, cette institution a reçu plus de 200 millions de francs burundais pour les missions à l'étranger. Le député Jean-Baptiste Sindaïgaya a aussi soulevé la question d'une somme de plus de 18 millions destinée chaque année au retapage de sa résidence, ainsi qu'une somme de plus de 4,5 millions destinée chaque année à la réhabilitation de son bureau, qui d'ailleurs, selon certaines informations, serait sa propre maison. Suivez le député Jean-Baptiste Sindaïgaya. ariko genda ikibazo mfise ndagifite ku bijanye n'ikoreshwa ry'uburyo leta ibaha. Ikibazo ca mbere yatweretse neza. Mes questions concernent l'utilisation du budget vous alloué par l'État. Première question. Vous nous avez très bien montré les descentes que vous avez effectuées à l'intérieur du pays, ainsi que les projets déjà réalisés, etc. Mais quant aux voyages effectués à l'étranger, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas nous dire leur nombre. Mais ils nous ont montré qu'ils peuvent avoir dépensé 200 169 301 francs burundais. Alors, pourquoi ils ne nous ont pas montré le nombre exact de voyages faits? Deuxième question. Ils nous ont dit que leurs maisons sont rénovées chaque année avec un budget de 18 millions de francs. Est-ce que ces maisons sont toujours à réhabiliter et n'ont rien de durable? Ils ont aussi dit que leurs bureaux sont renouvelés à 4 613 000 francs. Est-ce que ces bureaux sont aussi chaque fois à renouveler? Il n'y a rien qui reste en bon état? Sur ce, l'ombudsman Edouard Ndouimana dit que ces missions ont été moins nombreuses à cause de la pandémie de Covid-19 et que le budget de ces missions a été affecté à d'autres dépenses. Et quant aux frais d'entretien de sa résidence ainsi que son bureau, il dit qu'il loue parfois des maisons vétustes qui nécessitent des entretiens réguliers. Aya mahera mwamona ngaha ni koro budget ibitegekanya ariko si ngombwa yuko usanga yose yakoze mwene uko ariko ravye ama mission La somme que vous voyez ici est prévue dans le budget, mais ce n'est pas nécessaire que ce montant soit tout dépensé de cette manière. Mais avoir les voyages de mission que nous avons fait en Tanzanie, en Égypte, en Djibouti, alors ces frais de mission s'élèvent à 200 millions de francs. Mais c'est-à-dire que cette somme couvre non seulement les dépenses de l'ombudsman, mais aussi celles de toute son équipe.
Je pense que puisque les gens ont dû diminuer leur voyage à l'étranger à cause de la pandémie de Covid-19, tout ce montant n'a pas été décaissé et le reste va couvrir d'autres besoins. C'est comme ça que cela fonctionne. Et puis, en ce qui concerne l'entretien des maisons et consorts, nos bureaux ainsi que nos maisons d'habitation sont souvent très vieux. Le plus important, c'est qu'il existe un manuel de procédure qui prouve comment l'argent a été dépensé et je pense qu'il n'y a pas de problème. À propos justement du budget de l'État récemment voté, certains députés se demandent également pourquoi les missions en Somalie et en Centrafrique rapportent toujours 3 milliards de francs burundais. Marie-Ange Irakoze. Jean-Claude Kwizera, c'est le député qui a demandé pourquoi il y a seulement 3 milliards de francs burundais qui entrent dans le budget grâce aux missions de maintien de la paix à la MISOM et à la MINUSCA. Le pays a envoyé des militaires. Il y a aussi des matériels qui partaient dans ces missions et étaient loués. Mais nous observons toujours les mêmes prévisions de 3 milliards, alors qu'avec l'augmentation de l'effectif et du matériel, on espérait plus de retombées financières. Le ministre des Finances a donné sa réponse. Je pense que les militaires de notre pays ne sont pas partis pour gagner de l'argent comme vous le pensez. Nos militaires sont allés en mission de maintien de la paix dans d'autres pays, comme ces militaires des autres pays qui sont venus ici chez nous pour nous aider. Parfois, le pays est même obligé d'utiliser ses propres moyens pour que cette activité soit accomplie. Vous avez dit qu'il y a des matériels qui sont loués. Oui, c'est vrai, il y a de l'argent qui nous permet de couvrir certains besoins, mais je vous le dis, si le pays comptait seulement sur ses moyens, nos militaires ne seraient plus déployés dans ces missions. Je m'excuse, je ne suis pas mieux placé pour répondre à certaines questions qui concernent la sécurité nationale. Comprenez-moi bien. Je dis bien des questions de sécurité nationale et pas des questions financières. Je peux répondre à une question financière et me retrouver peut-être en train de répondre également à une question de l'autre domaine. Au cours de l'analyse du projet de la loi portant fixation du budget général de l'État, un député a également demandé l'utilité des prévisions budgétaires pour l'entretien de l'avion présidentiel, alors qu'il reste toujours cloué au sol. Merci Marie-Ange Irakoze. Vous suivez toujours la voix des sans-voix. Chers auditeurs, dans quelques instants, nous nous rendons à la frontière Gatumba-Kavimvira. Les petits commerçants qui traversent la frontière de Gatumba ouverte depuis ce 1er juin demandent la diminution des tarifs des tests Covid-19 fixés par le Burundi. Le prix fixé pour les étrangers est 6 fois supérieur au prix fixé côté République démocratique du Congo. Le point avec Onésime Dushimagize. Depuis la matinée de ce mardi, le poste frontalier de Gatumba est fonctionnaire, comme ça a été annoncé récemment par le ministre burundais de la Santé publique. Bien que les usagers de ce poste frontalier, notamment les petits commerçants, aient été satisfaits de cette réouverture, ils déplorent cependant les $30 exigés aux étrangers pour le test de Covid-19. Pour Blanco Bitakwira, président de l'association des petits commerçants congolais transfrontaliers, exiger aux petits commerçants une somme de $30 de test de Covid-19 signifie en d'autres termes les exclure totalement de leurs activités quotidiennes. Il demande au gouvernement du Burundi de revoir à la baisse ces frais. Les petits commerçants transfrontaliers de la RDC et du Burundi ne sont pas satisfaits de cette réouverture car ils ont été exclus définitivement de leur activité du petit commerce transfrontalier. Un petit commerçant, c'est quelqu'un qui exerce son petit commerce avec un capital très minimum qui ne peut jamais faire objet d'une soustraction de 15 à $30 pour franchir la frontière. C'est ainsi que nous mettons encore un appel au gouvernement burundais de revoir la décision et de faciliter les commerçants transfrontaliers du Burundi et de la RDC. Ces petits commerçants transfrontaliers demandent au gouvernement du Burundi de prêter oreille attentive aux cris des démunis parce qu'ils ont besoin eux aussi de travailler pour survivre. Nous rappelons aux autorités burundaises étant parents responsables de nous faciliter et d'écouter la voix des plus démunis qu'on appelle petites commerçantes transfrontaliers,
qui ont droit aussi à la vie, droit à l'éducation, droit au logement, droit au travail. Pour le ministre burundais de la Santé publique et de la lutte contre le sida, cette somme de $30 est fixée par rapport à la valeur des réactifs utilisés dans le dépistage. Il a précisé cependant que cette question sera analysée au cours des séances du Comité national de prévention et de riposte contre la COVID-19. Le coût n'est pas si élevé que ça parce que le dépistage aussi a un coût qui n'est pas minime, mais l'essentiel c'est de pouvoir commencer. On pourra évaluer ensemble avec le comité national. Sinon, le certificat a une durée de 24 heures, parce qu'après 24 heures, compte tenu des contacts qui se font à travers les marchés, les commerces, c'est toujours bien de pouvoir encore réévaluer l'état de santé des populations qui traversent ces frontières. Le Burundi exige $30 aux passagers étrangers pour le test de COVID-19 et 15 000 francs burundais aux nationaux au moment où la République démocratique du Congo leur demande de payer une somme égale à tout passager de $5 seulement, sans distinction de nationalité. Passons à une autre frontière. Mugina Manyovu, c'est la frontière située en commune Mabanda, province Makamba. Cette frontière entre le Burundi et la Tanzanie sera à son tour rouverte. La construction des bâtiments où se feront les dépistages des voyageurs est très avancée. La population demande toutefois que les tarifs de ces tests Covid soient réduits. Aimable Nishimwe. Réouverture de la frontière Mugina Manyovu à partir de ce 9 juin. Située à Mabanda, en province Makamba, cette frontière relie le Burundi à la ville de Kigoma, située en Tanzanie. Selon les habitants de la place, les travaux vont de bon train, même s'ils regrettent que les frais de dépistage à la COVID-19 risquent de diminuer sensiblement le trafic sur cette frontière. Les maçons travaillent jour et nuit pour que ces infrastructures soient prêtes le 9 juin. C'est une nouvelle qui nous a réjouis, même si avec les $25 prévus, soit 55 000 shillings tanzaniens, nous avons peur que cela nous réduise le nombre de touristes. Vous saurez que le Burundi prévoit procéder progressivement à la réouverture d'autres frontières. Merci aimable Nishimwe. Rendons-nous à Rumonge à présent. La persécution dont sont victimes les conducteurs de moto de la ville de Rumonge a également des conséquences sur les habitants de la localité. Se déplaçant beaucoup sur ces motos, ils enregistrent actuellement des retards au service suite à cette traque effectuée par les policiers. Les frais de transport augmentent aussi. Emmanuel Niungeko. abamotari bafise ingorane zidasanzwe ngaho iwacu mu Rumonge ubu nayo ipikipiki bayisanga iparikinze turayitwara kabisa. Ces lamentations sont celles d'un conducteur de moto qui reste dans la ville de Rumonge. Ce dernier dit être dépassé par la chasse des motos faite par des policiers du commissariat de cette province. En règle ou pas, aucune moto n'échappe à cette traque policière. Selon nos sources, toutes les motos saisies sont directement embarquées. Pour le moment, ces conducteurs de moto disent avoir du mal à entrer dans la ville de Rumonge depuis que les 10 policiers ont érigé des barrières sur les rivières Dama et Murembwe. Témoignage d'un citoyen qui reste dans la ville de Rumonge. Il y a par exemple des gens qui vont à l'hôpital ou dans des fêtes et lorsqu'ils rencontrent des policiers, le motard s'arrête de peur que sa moto soit saisie, surtout quand il n'a pas de pot de vin à leur verser. Et si on te dépose sur ces barrières, il n'est pas facile d'atteindre le centre de Rumonge vu qu'il y a une certaine distance. Les gens arrivent en retard à leurs activités quotidiennes car les motards ont peur de la police. S'ils n'ont pas de l'argent pour donner à ces policiers, ils préfèrent retourner d'où ils sont venus. C'est vraiment difficile. En plus, comme nombreux préfèrent cacher leur moto, les quelques motards qui travaillent en profitent pour majorer le prix du ticket de transport. Pour un trajet pour lequel on payait 500, pour le moment, le prix est fixé à 1000 francs. Et tout ça parce que certains préfèrent cacher leur moto. Ça ne nous facilite vraiment pas la vie. Il y a ceux qui y vont à pied et d'autres qui traînent des taxis vélos, mais ça nous ralentit car, comme vous le savez, la vitesse d'un vélo diffère de celle d'une moto. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Melchior Ndaikengurukiye, le commissaire provincial de la police à Rumonge, pointé du doigt dans cette saisie des motos qui sont ensuite libérées moyennant des pots de vin.
Merci Emmanuel Niungeko. Il y a hausse des prix du pain dans la ville d'Ongozi depuis le mois de mai qui vient de s'écouler. Les vendeurs du pain expliquent que la situation est due à l'augmentation des prix des produits de pâtisserie. Le point avec Eric Nyonzima. Ces habitants de la ville d'Ongozi donnent l'exemple du pain coupé qui s'achetait 2000 au mois d'avril. Aujourd'hui, son prix a été majoré d'entre 200 et 300. Le pain dit pain français qui s'achetait 700 francs coûte actuellement entre 900 et 1000 francs. Les vendeurs d'OP indiquent que cette hausse des prix est liée à l'augmentation des prix des produits qu'ils utilisent comme l'huile et la farine. Ces commerçants donnent aussi comme cause de cette hausse de prix la pénurie du sucre. Un sac de farine qui était à 55 000 francs est aujourd'hui vendu à 58 000 francs. Un 10 litres d'huile qui s'achetait à 50 000 s'achète aujourd'hui à 57 000 et 5 litres d'huile qui s'achetait à 28 000 francs coûte en ce moment 33 000 francs. Ces habitants de la ville d'Ongozi demandent au gouvernement de régler les prix de ce produit. Contacté Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, nous a répondu qu'il ignorait, mais qu'il va s'enquérir de la situation. Refermons ce journal avec cette information qui nous vient du marché chez Sion, situé à Ngagara, en mairie de Bujumbura. Les commerçants de ce marché sont inquiétés par l'insalubrité qui s'y observe, surtout dans les restaurants situés aux alentours de ce marché. Il y a risque d'attraper des maladies selon les commerçants et les clients. Les détails avec Dani Claire, Iratroumva. Le marché dit chez Sion fait partie des grands marchés qui comptent la capitale économique Bujumbura. Très spacieux, il héberge également des banques ainsi que des agences de voyage qui relient le Burundi aux pays voisins, surtout ceux en partance de la RDC. Même si cet endroit est très fréquenté, sa salubrité est à désirer. L'exemple le plus illustratif est celui des restaurants qui sont pour le moins repoussants de saleté. Ce citoyen témoigne. Nous craignons d'attraper des maladies car ces endroits sont très sales. On y jette des épluchures de patates douces ainsi que des restes des aliments, des mouches et pilules à longueur de journée. Mais malheureusement, nous sommes obligés de fréquenter ces restaurants car ils sont les moins chers. À part les passants, ceux qui pressent à l'intérieur de ce marché se lamentent également et craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Ces derniers demandent aux responsables de ce marché de veiller à la propreté de tout ce lien, surtout qu'ils ne cessent de contribuer à cette fin, et ce mensuellement. Nous avons peur d'attraper à tout moment des maladies liées au manque d'hygiène, alors que nous payons régulièrement des taxes. Apparemment, les responsables de la mairie ne se soucient pas de ce problème. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de contacter Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nhangwa, et Jimmy Hatugimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Merci Dani Claire, Iratroumva, et c'est par ton reportage que nous refermons ce journal de la soirée du 2 juin 2021. Merci de nous avoir suivis. C'était Emile Niwasumba à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.